Bienvenue sur la chaîne Fred Academy, la chaîne dédiée à l'apprentissage des sciences de la vie et de la Terre, ainsi que à l'accompagnement des élèves du secondaire dans les différents examens officiels. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la troisième et dernière vidéo concernant les prévisions en génétique. Pour ceux qui auraient raté les deux premières vidéos, je vous recommanderais fortement d'y regarder afin de connaître quels sont les prérequis, c'est-à-dire ce qu'il faut connaître avant d'aborder un exercice de prévision en génétique humaine. Et vous avez également un exercice d'application qui avait déjà été traité la semaine dernière. Donc, nous allons procéder à notre deuxième exercice d'application. Sans plus tarder, nous allons commencer. Déterminer en justifiant le mode de transmission de la maladie et déterminer les génotypes des individus présents. On va commencer par déterminer le mode de transmission. Pour ceux qui ont suivi les deux premières vidéos, pour déterminer le mode de transmission, il y a deux éléments qu'il faudrait prendre en compte. Le premier élément, c'est la récessivité ou la dominance. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est la localisation. On va donc chercher à savoir si cette maladie elle est récessive ou si elle est dominante. On peut regarder au niveau de notre pédigré. On constate que le parent 1,1 et 1,2 ont un enfant malade 2,1. Par conséquent, on est sûr à 100% que cette maladie elle est récessive dans la mesure où ces deux parents semblent être sains ou plus précisément vecteurs et donnent un enfant malade. Donc nous sommes certains que cette maladie, elle est récessive. Pour ce qui est de la localisation, on va procéder tout simplement par élimination. Donc, nous allons commencer d'abord par la position autosomale. Est-ce que le gène responsable de la maladie est localisé sur un autosome? Tout d'abord. Pour savoir si c'est localisé sur un autosome, il y a deux conditions qu'il faudrait remplir. La première condition, c'est qu'on ait des filles malades sensiblement égal au nombre de garçons malades. On peut commencer par compter. J'ai un garçon qui est malade, une fille qui est malade, un deuxième garçon qui est malade, une deuxième fille qui est malade et enfin un troisième garçon qui est malade. Ça voudrait dire que j'ai trois garçons malades et j'ai deux filles qui sont malades. Or, je vous avais expliqué lors des deux précédentes vidéos, lorsque vous avez un nombre de garçons et de filles malades de plus ou moins 2, généralement c'est acceptable. Ça veut dire que cette maladie est potentiellement autosomale. Lorsque ce critère-ci, il est rempli, il faut chercher un deuxième critère. Et le deuxième critère, c'est de savoir, est-ce que nous avons un père sain qui a une fille malade? Puisque nous avons déjà vu que la maladie, elle est récessive. Et lorsqu'elle est récessive, on doit chercher un père sain qui a une fille malade. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde, voici une fille malade, je remonte, son père, je constate effectivement qu'il est sain, parce que tous les vecteurs sont des individus sains. Donc, vous avez une fille qui a un père qui est sain et vecteur. Vous avez également ici, au niveau de la quatrième génération, une fille qui a également un père qui est sain, donc vecteur. Et par conséquent, cette obligation également, elle est remplie. Donc, nous avons un nombre de filles malades sensiblement égal au nombre de garçons malades et nous avons un père sain qui donne une fille malade. Très bien. Ici, on peut mettre vecteur pour certains, pour qu'ils ne se perdent pas dans l'exercice. On peut mettre vecteur, mais c'est plus ou moins la même chose. Les vecteurs sont sains à la seule différence qu'ils transmettent l'allèle responsable de la maladie. OK. Vous avez déjà toutes les conditions remplies. Par conséquent, on peut donc déduire que sa transmission, elle est autosomale récessive. On demande le génotype
des différents individus de notre pédigré. Pour déterminer les génotypes de nos individus, nous avons ici 20 individus, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder tout simplement par alignement. Je m'explique. On va d'abord commencer par des individus vecteurs. Les individus vecteurs, nous avons, on est toujours dans la première question, nous avons le 1, 1, 1, 2, le 2, 3, le 2, 4, le 2, 5, le 2, 6, le 3, 5, le 3, 6, qui sont tous des vecteurs. Ils sont tous des vecteurs. Ça, je peux le mettre déjà dans mon brouillon, comme ceci, avant de mettre effectivement l'allèle. Dans la suite de l'exercice, on va comprendre quels sont les différents allèles à choisir avant de pouvoir mettre les génotypes. Donc, nous avons ceci. Je vais regarder également au niveau des personnes qui sont saines homozygotes. Nous avons l'individu 2, 2, l'individu 3, 4 et l'individu 3, 7. Pour la quatrième génération, nous avons l'individu 4, 1 et l'individu 4, 4. Ceux-ci sont sains. Ensuite, nous avons la troisième catégorie, c'est les personnes malades. Nous avons 2, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2 et enfin 4, 3, qui sont des personnes malades. Dans la suite de notre exercice, on nous a dit la fréquence des allèles HBS dans une population humaine est de 5%. Ça veut dire qu'ici, on nous a déjà donné une allèle à utiliser. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut plus procéder comme à la première vidéo, au premier exercice d'application, où on a nous-mêmes désigné nos différents allèles. Ici, lorsque l'exercice nous donne un allèle, nous devons être imposés de travailler avec cet allèle-là. Et lorsque je regarde HBS, HBS signifie tout simplement hémoglobine S. Donc, je sais automatiquement que je suis dans un cas de drépanocytose. Et les cas de drépanocytose, c'est généralement des maladies autosomales récessives. Donc, en fait, j'avais pas vraiment besoin de faire toutes les étapes qu'on a eu à faire en amont si je savais déjà que la maladie, elle était une drépanocytose, en fait. Je pouvais directement en déduire qu'elle est autosomale récessive. Je vous ai juste montré la méthode applicable pour toute forme de maladie afin que vous ne mémorisez pas seulement quel type de maladie est autosomale ou quel type de maladie est gonosomale. Donc, lorsque nous avons déjà l'allèle HBS, je sais que je suis, comme je disais tantôt, dans un cas de drépanocytose. HBS, qui est l'hémoglobine S ou falciforme, c'est donc l'allèle responsable de la maladie. Et par conséquent, l'allèle normal, c'est tout simplement HBA. Je peux donc commencer à faire mon génotype. Je sais que tous les individus qui sont vecteurs seront forcément HBA, HBS. Tous les individus, on peut également les inverser parce qu'on sait que le A et le S, en fait, c'est des codominances. Donc, forcément, je peux mettre S au-dessus, je peux mettre S en dessous, ça ne dérange pas. Je peux inverser sans, ça ne dérange pas.
Au niveau des individus qui sont sains, automatiquement, ils sont HBA, HBA. Pour les individus malades, vu que nous sommes dans un cas de drépanocytose, automatiquement, ils sont HBS, HBS. On va passer à la deuxième question. La fréquence d'allèle HBS dans une population est de 5%. Évalue le risque d'avoir un enfant atteint pour un couple ordinaire, c'est-à-dire sans antécédents familiaux. OK. Ici, si vous vous rappelez, lors de la première vidéo, je vous avais dit ceci. Lorsque vous avez un calcul de risque en génétique humaine, en prévision de génétique humaine, et que on vous donne la fréquence des allèles de la maladie, responsable de la maladie, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser une loi que l'on appelle la loi Hardy-Weinberg. La loi Hardy-Weinberg qui stipule que la fréquence d'individus hétérozygotes, je mets AS pour simplifier l'écriture parce que c'est hémoglobine A et hémoglobine S. Je peux mettre AS pour simplifier l'écriture, qui est égal à 2PQ avec Q qui est la fréquence de l'allèle malade et P qui est la fréquence de l'allèle sain ou normal, si on veut. Et Hardy-Weinberg nous dit également que lorsqu'on a la fréquence d'allèle sain plus la fréquence d'allèle malade est égale à 1, ce qui implique que si je veux trouver la fréquence d'allèle sain, ce sera tout simplement 1 moins Q. Est-ce que nous avons la valeur de Q? Tout à fait, nous avons la valeur de Q, qui est la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, qui est de 5%, soit 0,05. Par conséquent, si je veux trouver la fréquence d'allèle sain, qui est P, j'aurai 1 moins 0,05 qui serait égal à 0,95 tout simplement. Lorsque j'ai déjà la fréquence d'allèle sain au sein d'une population et la fréquence d'allèle malade au sein de la même population, je peux donc revenir sur la loi d'Hardy-Weinberg pour trouver ma fréquence de personnes hétérozygotes au sein d'une population. Dans l'exercice précédent, l'exercice d'application précédent, on nous avait déjà donné la fréquence d'individus dans la population. Donc, nous n'avions pas besoin de passer par la loi d'Hardy-Weinberg, c'est-à-dire qu'on avait déjà en fait cette équation-ci qui avait été donnée, mais cette fois-ci, la fréquence d'individus hétérozygotes au sein d'une population. Donc nous aurons donc F AS qui serait égal à 2 fois PQ. 2 fois PQ qui serait égal à 2 fois P, nous avons dit c'est 0,95 fois Q qui serait égal à 0,05. Lorsque l'on fait le calcul, on a 0,095. Donc, la fréquence de personnes hétérozygotes au sein d'une population est de 0,095. Qu'est-ce qu'on va donc faire lorsqu'on a déjà trouvé la fréquence d'individus hétérozygotes au sein d'une population? La suite, ça reste tout simplement la même chose que l'exercice précédent, l'exercice d'application 1. On va donc procéder. Lorsque deux individus sont pris dans le hasard, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les antécédents familiaux, ça veut dire que ces individus sont pris dans cette population-ci. On va revenir sur la formule des risques lorsqu'on est dans un cas de transmission autosomale. Ne l'oubliez pas, nous avons R qui est égal à la probabilité d'avoir un père hétérozygote multiplié par la probabilité d'avoir une mère hétérozygote multiplié par un quart. Et je vous avais dit le 1 quart ne change jamais. C'est la probabilité
de l'enfant d'être malade. C'est 1 chance sur 4. Et donc, on va venir appliquer notre risque. Nous avons probabilité d'un père hétérozygote. Nous avons 0,095. La probabilité qu'une mère soit hétérozygote, c'est-à-dire, elle également, elle est prise au sein de cette population. Nous aurons également 0,095 que je multiplie par 1 quart. Tout calcul fait, ça nous donne 0,00225. Donc, voilà le risque que j'ai. Voici le risque que j'ai d'avoir un enfant malade lorsque les deux parents sont issus d'une population où la fréquence d'allèles responsable de la maladie est de 5%. On va donc passer à la question 3. Que devient ce risque si le couple a déjà un enfant malade? Si le couple a déjà un enfant malade, automatiquement ces deux parents sont hétérozygotes. C'est la seule condition nécessaire pour qu'ils aient un enfant qui est malade. Ça peut se visualiser à travers notre pédigré. Vous avez un enfant qui est malade, vous avez ces deux parents qui sont hétérozygotes. Vous avez un enfant qui est malade, vous avez ces deux parents hétérozygotes. Vous avez des enfants malades, vous avez leurs parents hétérozygotes. Et donc, la probabilité pour que le père et la mère soient hétérozygotes est chacun de 100%. On n'aura plus que à réappliquer notre formule qui est R est égal probabilité du père hétérozygote multiplié par la probabilité de la mère d'être hétérozygote multiplié par la probabilité de l'enfant d'être malade. Le risque sera donc égal à probabilité du père d'être hétérozygote, c'est 100%, c'est-à-dire 1, on va dire 100%, multiplié par la probabilité de la mère d'être hétérozygote au sein de cette même population, c'est 100%, multiplié par la probabilité de l'enfant d'être malade, qui est de 1 quart sans changement. Nous avons donc 1 fois 1 fois 1 quart, qui est tout simplement égal à 1 quart. Donc, voici la réponse à ma troisième question. On va passer à la question 4. Quatrième question, l'un des conjoints a une sœur malade. Si l'un des conjoints a une sœur malade, ça sous-entend tout simplement que les deux parents automatiquement étaient hétérozygotes. Donc, on va essayer de tracer notre tableau de croisement. Sachant que les deux parents étaient hétérozygotes, ça nous donne ceci. Nous avons AA, nous avons AS, nous avons AS et nous avons SS. Nous constatons que si l'un des conjoints a une sœur malade et que les parents automatiquement donc sont hétérozygotes, ça veut dire que cette sœur malade, c'est tout simplement celle-ci. Ce qu'on recherche donc, c'est la probabilité donc de ce parent d'être hétérozygote. Lorsque l'on regarde cet échiquier de croisement, on constate que la sœur qui est malade enlève une probabilité sur 4. Et donc, sachant que le conjoint a une sœur malade, forcément le conjoint, elle est hétérozygote. Mais quelle est la probabilité donc d'être hétérozygote dans un croisement comme celui-ci? Vous avez une possibilité, deux possibilités sur les trois qu'il reste, parce que la quatrième possibilité, c'est la sœur qui est malade. Par conséquent, la probabilité donc de ce conjoint-là sera de 2 tiers, tout simplement. La probabilité de ce conjoint sera de 2 tiers. On revient donc sur notre calcul des risques. Probabilité du père d'être hétérozygote multipliée par la probabilité de la mère d'être hétérozygote
multiplié par les 1 quart est égal, on va supposer que le conjoint c'est le père. Ça peut bien être le père ou ça peut être la mère, ça ne change absolument rien. Cette probabilité sera de 2 tiers que je vais multiplier par la probabilité de l'autre parent d'être hétérozygote. Vu que je ne connais pas ces rapports familiaux, je vais tout simplement supposer qu'il fait partie des individus qui rentrent dans la population hétérozygote porteuse de l'allèle responsable de la maladie. Et donc, sa probabilité, c'est 0,95 qu'on a calculé plus haut, que je multiplie par 1 quart. Tout calcul fait, ça nous donne 0,58, tout simplement. Donc, nous avons la probabilité, le risque d'avoir un enfant malade lorsque l'un des conjoints avait une sœur malade. On va passer à la question 5. En cinquième question, on nous dit l'un des conjoints, autant pour moi, a un parent malade. Si l'un des conjoints a un parent malade, automatiquement, ça sous-entendrait que ce conjoint-là est 100% hétérozygote, tout simplement. Et donc, on va réécrire notre formule. Je vais supposer que c'est le père qui avait le parent malade. J'aurai donc 1 multiplié par la probabilité de la mère. Vu que je ne connais toujours pas ses antécédents familiaux, je la considère donc comme faisant partie de cette population d'hétérozygotes présentant l'allèle responsable de la maladie. Fois 0,05 fois 1 quart. Tout calcul fait, ça nous donne 0,02375. OK. On va passer à la sixième et dernière question. Les deux conjoints ont des frères et sœurs malades. Ça sous-entendrait que les deux seront dans des équipes probabilités, les deux parents, je veux dire. Et donc, on va faire l'échiquier de croisement juste d'un parent et ce sera la même chose en fait que le deuxième parent. Je sais au préalable d'après l'exercice que si les deux conjoints ont des frères et sœurs malades, automatiquement les parents étaient hétérozygotes. Donc je vais tout simplement AS et SS. Ça sous-entendrait donc que le père, il aura soit un frère, une sœur, ou des frères et des sœurs qui sont malades. La mère, ce sera pareil, ce serait le même échiquier de croisement. Donc ici, c'est comme dans l'exercice d'un peu plus haut, je constate que ici, le père a deux chances sur les 3 possibilités qu'il reste d'être hétérozygote, puisqu'il a déjà un membre de sa famille qui est malade. Donc, ce conjoint-ci aura 2 chances sur 3 d'être hétérozygote. Et comme il est dans les mêmes caractéristiques que la mère également, ce sera le même échiquier de croisement et donc aura deux chances sur 3. On revient donc à notre formule de risque. Probabilité d'un père hétérozygote multiplié par la probabilité de la mère d'être hétérozygote multiplié par les 1 quart de l'enfant. J'aurai donc, d'après cet échiquier de croisement, j'aurai la probabilité du père qui sera de 2 tiers. La probabilité de la mère également, c'est pareil, 2 tiers. Et la probabilité de l'enfant qui est de 1 quart. Tout calcul fait, nous aurons
1 sur 9. Lorsque l'on demande de justifier la mesure qui impose les examens prénuptiaux, en fait, c'est simple. Les examens prénuptiaux sont les examens que nous faisons avant le mariage. Son objectif est tout simplement de déterminer si l'un des deux conjoints possède une allèle ou alors une maladie qui peut être néfaste pour l'enfant. Dans le cas de dans le cas de la drépanocytose, comme c'est le cas actuellement, il est très important parce que il peut arriver que des parents sont des vecteurs. Il peut arriver que les parents soient également des malades, mais qui s'ignorent et donnent naissance à un enfant qui peut avoir une espérance de vie de quelques mois à quelques années, ce qui n'est souvent pas réjouissant pour les familles. Donc, c'est pour cette raison qu'il est très important de toujours faire des examens prénuptiaux. Donc, rendu au terme de cette troisième vidéo, nous avons achevé les prévisions en génétique humaine. À partir de là, je pense que tout élève du secondaire n'aura plus aucun problème sur des différents exercices en génétique humaine, principalement dans le cadre des prévisions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et si vous avez des incompréhensions, des suggestions, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous remercie.